Au milieu de ce Weekly Tech, on commence par Arnaud qui nous parle de Blizzard qui a une idée assez spéciale pour promouvoir la saison 2 de Diablo 4. Que diriez-vous de jouer sur un PC refroidi avec du sang? Puis j'enchaînerai avec un YouTuber qui a utilisé une intelligence artificielle pour jouer à Pokémon Rouge et c'est bien plus compliqué que prévu pour l'IA. Suivi du plus gros regret de Microsoft que le PDG ose aujourd'hui admettre avec remords. Et enfin Apple qui serait sur le point d'annoncer un nouveau MacBook low cost qui reprendrait le concept d'un ordinateur d'il y a 8 ans. Allez, le Weekly, c'est parti! Si vous connaissez Blizzard, vous savez que la société aime se démarquer par sa créativité en matière de marketing. En France, beaucoup de personnes se souviennent sûrement des pubs télévisées pour la promotion de WoW avec Alexandre Astier et son fameux « C'est moi qui chapeaute un petit peu tout le… » ou encore de Mr. T et son célèbre « Te la joue pas avec moi !» Et à ce propos, la dernière initiative promotionnelle de Blizzard est encore un peu plus audacieuse. En effet, à l'occasion du lancement de la nouvelle saison de Diablo 4 baptisée Saison du Sang et des événements sanglants à enjeux élevés qu'elle a introduits, Blizzard a mis en place une campagne de dons de sang aux États-Unis qui récompensera les participants par des avantages en jeu à mesure qu'ils s'appliquent davantage. Et une fois qu'un total de 666 litres de sang aura été atteint, les joueurs auront la possibilité de participer à une loterie pour gagner un ordinateur sur mesure refroidi avec du véritable sang humain. La société précise que les récompenses seront débloquées en plusieurs étapes. Dès que les dons atteindront un tiers de l'objectif, soit 33%, les joueurs auront accès à un ensemble de 5 cosmétiques d'armes. Lorsque les dons atteindront les 2 tiers, soit 66%, les joueurs auront également accès aux cosmétiques d'armure barbare Lok Res Maor. Et enfin, lorsque les dons atteindront 100% de l'objectif, soit un total de 666 litres de sang, la monture Pied-Balle Vermilion Eye sera mise à disposition et la loterie pour l'ordinateur sur mesure s'ouvrira. Outre le côté spectaculaire de l'introduction de sang humain dans le watercooling, le PC sur mesure Seasons of Blood est équipé d'une RTX 4090, d'un processeur Intel Core i9 de 64 Go de RAM DDR5, d'un SSD 3TB et donc d'un watercooling Quantum Vector Waterblock parcouru par du sang. À titre d'information, il faudra environ 1300 dons pour atteindre l'objectif final. Les joueurs peuvent suivre la progression de la campagne de dons de sang en visitant le site web Diablo Blood Harvest qui affiche une source de motivation sous forme de fontaine de sang. L'intelligence artificielle censée résoudre les problèmes de l'humanité se heurte à un défi inattendu, Pokémon Rouge. Le youtubeur Peter Whedon a entrepris une aventure fascinante en apprenant à une IA à jouer à Pokémon à l'aide d'un émulateur. Le concept est simple en apparence, l'IA doit jouer au jeu aussi naturellement qu'un être humain. Pour cela, Peter Whedon a conçu un système de récompense pour guider l'IA dans la bonne direction. Sauf que l'IA est loin d'être parfaite. Elle peut ressentir ce que l'on pourrait appeler de la peur en entrant dans un Pokémon Center, un véritable traumatisme lorsqu'elle a rangé des Pokémon et qu'elle s'est vue retirer des points car le niveau de son équipe avait diminué. Pour augmenter la vitesse d'apprentissage, Whedon a effectué 40 sessions de tests en parallèle. À chaque découverte de quelque chose de nouveau, mesuré en pixels sur l'écran, l'IA reçoit des points de récompense. Mais comme on peut s'y attendre, cette démarche l'a conduit à s'attarder par exemple sur l'animation de l'eau au lieu de progresser vers la prochaine ville. Une IA contemplative devant la beauté des pixels de Pokémon. D'autres récompenses ont été introduites telles que la capture de Pokémon, le niveau global de l'équipe, la victoire dans un combat d'entraîneur ou la conquête d'une arène. Malgré ces incitations, des problèmes persistaient. L'IA a vécu des moments curieux lors de sa visite au Pokémon Center en interagissant avec l'ordinateur et en stockant certains Pokémon. Son niveau d'équipe a donc diminué, ce qui a créé un véritable traumatisme. Cela l'a poussé à éviter activement ses centres. Whedon a donc dû ajuster le système et introduire une nouvelle récompense pour surmonter cette aversion. Les combats ont également réservé leur lot de surprises. L'IA a participé à chaque combat, qu'elle puisse gagner ou non. Cependant, après la première défaite, elle a refusé d'appuyer sur le bouton A après la mort du dernier Pokémon, cherchant à rester éternellement dans l'écran de combat pour ne pas perdre des points. Le combat contre Pierre, dans la première arène, était tout sauf logique. Pendant longtemps, l'IA n'a pas compris que les attaques eau étaient le point faible des Pokémon de type roche. Après des milliers d'heures de jeu, une victoire facile a finalement été obtenue. Malgré les défis, l'IA s'est montrée particulièrement friande de Pokémon Magikarp, en obtenant plus de 10 000 auprès d'un revendeur qui les vendait 500 Pokédollars. Cette démarche était sans doute l'option la plus simple et la plus rapide pour étendre son nombre de Pokémon, car l'IA était programmée pour enrichir son équipe en attrapant le maximum de Pokémon. Pour mettre en œuvre son algorithme d'apprentissage, Whedon a utilisé Proximal Policy Optimization, une norme également employée pour ChatGPT.
Cependant, la partie la plus délicate de ce processus consiste à guider la machine sans lui expliquer chaque étape individuellement, car l'IA est censée apprendre de manière autonome. Contrairement aux IA textuelles ou vocales, Pokémon Rouge ne disposait pas de base de données volumineuse, ce qui rendait cette aventure encore plus impressionnante. Bien que l'intelligence artificielle ait échoué dans sa quête à la deuxième arène après 50 000 heures de souffrance, elle a tout de même accompli des prouesses étonnantes. Cette expérience témoigne du potentiel et des limites de l'IA à apprendre et à évoluer. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, exprime des regrets autour des décisions prises concernant les Windows Phone. Il a plus particulièrement exprimé ses regrets concernant la façon dont la compagnie a géré son aventure mobile. Revenons un peu en arrière. Nadella, ayant repris les rênes en 2014, a dû prendre la décision difficile d'arrêter les frais avec les Windows Phone. Cela s'est fait juste un an après son arrivée, enregistrant une perte de 7,6 milliards de dollars liée à l'acquisition de Nokia. Parce que oui, à la suite de l'acquisition de la partie téléphonie de Nokia, Microsoft a complètement bloqué l'entreprise dans son OS Windows Phone. Du coup, cela fait partie des nombreux éléments qui ont précipité la chute de Nokia dans l'univers des smartphones. Durant une interview avec Business Insider, Nadella a évoqué une possible maladresse dans l'exécution de cette sortie du marché mobile. Il considère, rétrospectivement, qu'il aurait pu y avoir des moyens de faire fonctionner cette initiative en réinventant peut-être la catégorie de l'informatique entre PC, les tablettes et les smartphones. La fin des Windows Phone a été confirmée quelques années après malgré des tentatives de relance avec les Surface Duo sous Android. Aujourd'hui, l'avenir des Surface Duo est aussi éteint, faute de mise à jour logicielle et de successeurs en vue. Nadella n'est pas le premier chez Microsoft à exprimer des regrets sur ce chapitre. Auparavant, Bill Gates et Steve Ballmer avaient également reconnu des erreurs dans la gestion de l'aspect mobile de la compagnie. Ballmer avait avoué en 2013 qu'il regrettait de ne pas avoir prêté attention au marché des smartphones bien plus tôt. En 2019, Microsoft a finalement tiré un trait sur son système d'exploitation mobile, cessant ainsi de fournir des mises à jour de sécurité. Cependant, l'entreprise n'a pas complètement abandonné le monde mobile. Elle a plutôt choisi de concentrer ses efforts sur la création d'applications pour Android et iOS, en établissant également un partenariat étroit avec Samsung. La réflexion de Nadella survient dans un contexte où Microsoft cherche à renforcer sa présence dans le segment des applications mobiles, notamment les jeux vidéo. Avec l'acquisition récente d'Activision Blizzard, Microsoft détient désormais les franchises populaires comme Call of Duty et un vaste catalogue de jeux pour smartphones comme Candy Crush. Selon Phil Spencer, le patron de Xbox, la pertinence future de l'industrie du jeu vidéo nécessite une présence forte sur la plateforme mobile. Microsoft semble donc avoir une vision claire pour rester pertinent dans l'écosystème mobile, même si ce n'est pas via un système d'exploitation dédié et propre. Microsoft a donc raté complètement son virage smartphone en arrivant trop tard et en se concentrant à l'époque sur Windows Vista. Un cocktail explosif qui a mené à la perte des Windows Phone, mais aussi de Nokia en tant qu'entreprise innovante de smartphone. Une bien triste fin pour une société qui s'est battue pour inventer de nouvelles technologies comme un zoom optique sur smartphone. Et vous aviez un Windows Phone? Vous regrettez cette époque? Dites-le nous en commentaire. Et si Apple était sur le point de lancer un MacBook low cost? Ces spéculations ont été alimentées par des informations provenant de diverses sources généralement assez fiables. Commençons par le commencement. Ces derniers temps, il y a eu une vague de spéculations selon laquelle Apple envisagerait de lancer un MacBook à bas coût. Ces rumeurs suggèrent que ce nouveau produit pourrait prendre la forme du MacBook de 12 pouces de 2015 ainsi qu'un modèle de 13 pouces spécialement conçu pour le marché de l'éducation. Cependant, bien qu'excitant, ces informations restent assez vagues, ce qui incite à la prudence. La première mention d'un MacBook à bas coût a été faite par DigiTimes. Selon l'information, Apple chercherait à se positionner face au Chromebook sur le marché de l'éducation. Ces rumeurs suggèrent qu'Apple lancerait une nouvelle gamme de MacBook distincte des modèles Air et Pro actuels, avec un design similaire mais fabriqué à partir de matériaux différents et des composants moins coûteux, donc pas de puce M3 à l'horizon. Cependant, il convient de noter que l'idée d'un MacBook bon marché pourrait ne pas correspondre à la stratégie habituelle d'Apple. D'une part, le prix typique d'un Chromebook est bien en dessous de ce qui pourrait intéresser Apple. D'autre part, les efforts récents d'Apple dans le domaine de l'éducation se sont surtout concentrés sur l'iPad. Sans compter que l'introduction d'un tel produit pourrait cannibaliser les ventes du MacBook Air et donc de la ligne d'iPad. En revanche,
Pour Ming-Chi Kuo, un analyste de renom dans le domaine de la technologie, a récemment apporté un certain soutien à l'idée d'un MacBook moins coûteux, mais ses déclarations restent assez vagues. Il a suggéré qu'Apple pourrait envisager d'introduire un modèle de MacBook plus abordable pour stimuler les ventes, avec un objectif ambitieux de 8 à 10 millions d'unités par an. Enfin, un rapport récent d'un blogueur coréen Zue1122 a ajouté une nouvelle couche à ces rumeurs en affirmant qu'Apple aurait 2 produits en cours de développement, un MacBook de 12 pouces et un modèle éducatif de 13 pouces. Cependant, il convient de noter que ce blogueur a un historique mitigé en matière de fiabilité, ce qui m'incite à prendre ces informations avec d'énormes pincettes. Alors la question qui se pose est de savoir si Apple va oser sortir un MacBook low cost, c'est une possibilité. Apple est connu pour sa capacité à innover et à envisager constamment de nouvelles idées. Cependant, sans preuves concrètes et des sources fiables, il est impossible d'affirmer quoi que ce soit. La seule chose que nous pouvons faire, c'est attendre le 30 octobre prochain l'annonce d'Apple. Nous en saurons peut-être plus à ce moment-là. Et vous, si Apple sort un MacBook autour de 800 €, vous l'achetez? Dites-le nous en commentaire. Le Weekly Tech, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine.